Poitiers, 1356. Imaginez une armée française, immense, convaincue de sa force, prête à écraser l'ennemi anglais. Sauf que cette journée, elle ne va pas se finir par une victoire éclatante. Non, elle va se terminer par un événement juste impensable, la capture du roi de France en plein milieu du champ de bataille. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. 10 ans plus tôt, à Crécy, la chevalerie française a vécu une humiliation terrible. Ce souvenir, c'est une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Ça hante toute la noblesse et ça nourrit un désir de revanche absolument brûlant. Alors pour cette nouvelle bataille, la France a mis les bouchées doubles. Le roi Jean II a rassemblé une force colossale, beaucoup plus nombreuse et mieux équipée que celle d'en face. La supériorité numérique, elle est juste écrasante. Et en face justement, la situation des Anglais qui sont menés par le fameux prince noir, elle a l'air complètement désespérée. Ils sont fatigués, ils sont loin de chez eux et surtout ils sont encerclés. Le piège semble s'être refermé sur eux, parfaitement. Donc, on récapitule. Tous les atouts sont du côté français, une armée immense, un ennemi acculé. La question est simple. Comment est-ce que tout a pu déraper à ce point? Comment ont-ils pu non seulement perdre, mais subir une défaite encore plus qu'à Crécy? Pour le comprendre, il faut d'abord se mettre dans la tête des Français de l'époque. Cette bataille, ce n'est pas juste une opération militaire, c'est personnel. C'est en quelque sorte une vengeance annoncée. L'affront de Crécy, c'est une véritable tâche sur l'honneur de toute la chevalerie. Chaque noble qui est là, sur ce champ de bataille, n'a qu'une seule idée en tête. Restaurer la gloire de la France et effacer cette humiliation. La victoire n'est même pas une option, c'est une obligation. Le roi Jean II, lui, est persuadé que la force brute va régler le problème. Il mise absolument tout sur le nombre. Il se dit que cette fois, c'est sûr, la masse de ses chevaliers va tout simplement submerger les Anglais et corriger les erreurs du passé. Et franchement, sur le terrain, tout semble lui donner raison. Toutes les pièces de l'échiquier sont en place pour un triomphe français. Le piège est tendu et les Anglais sont juste au milieu. Le contraste est saisissant. D'un côté, une armée française surpuissante, en surnombre, sur son propre territoire et qui a soif de revanche. De l'autre, une armée anglaise isolée, épuisée. Sur le papier, il n'y a pas photo. L'issue semble déjà écrite. D'ailleurs, les Anglais le savent très bien. Ils sont tellement conscients que leur situation est précaire qu'ils essaient de négocier une sortie. Le prince noir propose de rendre tout son butin et de jurer de ne plus combattre la France pendant 7 ans. Mais pour les Français, c'est hors de question. Pourquoi négocier quand on peut avoir une victoire totale, écrasante? Et c'est là, précisément là, dans ce refus, que l'excès de confiance va devenir le pire ennemi de l'armée française. Au lieu de frapper vite et fort, les Français perdent un temps fou en discussion, en débat, en conseil de guerre. Chaque heure qui passe, c'est une heure que les Anglais mettent à profit. Eux, ils se reposent, ils mangent et surtout ils préparent méthodiquement leur défense. Ils choisissent le meilleur terrain et ils placent leurs redoutables archers. Et quand la bataille commence enfin, le plan français, si longuement discuté, va se fracasser contre la terrible efficacité anglaise. La première charge de cavalerie française s'élance, mais elle est accueillie par une pluie de flèches, exactement comme à Crécy. Les archers à l'arc long sèment la mort, la confusion et brisent net l'élan de l'attaque. Une deuxième vague, menée cette fois par le dauphin, tente sa chance, mais le résultat est le même. Les archers, bien protégés, font un véritable carnage. La discipline anglaise tient bon face à des assauts français qui sont en fait assez mal coordonnés. Après l'échec de ces 2 premières vagues, la panique commence à s'installer dans les rangs français. La chaîne de commandement se brise. Et cette armée, si impressionnante sur le papier, se transforme peu à peu en une foule complètement désorganisée. Et c'est là qu'arrive le moment clé. Alors que les Français sont en plein chaos, le prince noir ordonne ce que personne, absolument personne n'attendait, une contre-attaque. Sa petite réserve de chevaliers charge sur le flanc. L'effet de surprise est total. La désorganisation française se transforme en déroute complète. Au milieu de ce désastre, le roi Jean II se bat. Il se bat avec un courage incroyable, il faut le dire. Mais le courage seul ne suffit pas. Il est submergé, encerclé, et finalement, il est fait prisonnier. Le roi de France est capturé. Sur le champ de bataille, le choc est absolu. La bataille est finie, l'humiliation est totale. Et maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi un tel scénario a-t-il bien pu se reproduire. La vraie question, ce n'est plus seulement comment ont-ils perdu cette bataille, mais bien pourquoi continuent-ils de perdre, et toujours de la même manière? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur façon de faire la guerre? Le constat est terrible. Les Français n'ont absolument rien appris de Crécy. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un orgueil démesuré, une confiance aveugle dans le nombre et des tactiques complètement dépassées face à la discipline et à la flexibilité des Anglais. Poitiers, ce n'est donc pas un simple accident de parcours. C'est la confirmation d'une tendance vraiment désastreuse qui va plonger le royaume de France dans l'une des plus graves crises de toute son histoire.
Le schéma devient alors tragiquement clair. Après Crécy en 1346, on a Poitiers en 1356. 2 désastres en à peine 10 ans. Le royaume est à genoux, il n'a plus de roi et l'ennemi a l'air invincible. Et comme on le voit, un autre rendez-vous se profile à l'horizon en 1415. La question c'est, est-ce que, cette fois, les leçons seront enfin apprises ? Parce qu'à ce stade, la situation semble vraiment désespérée. La France s'enfonce dans une spirale d'échecs et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il va falloir quelque chose, ou peut-être quelqu'un, de totalement inattendu pour réussir à inverser le cours de l'histoire.